C'est l'heure de votre émission, le débrief sur Média en TV Afrique. Très heureux de vous retrouver pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. Après 2 mandats passés à la tête du pays, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, s'apprête à quitter le pouvoir et de manière pacifique. Un événement historique pour le Niger qui n'a jamais vu 2 présidents élus se succéder depuis l'indépendance en 1960 à cause de nombreux coups d'État. Le Niger se pose-t-il aujourd'hui en exemple pour la démocratie et son dernier scrutin un modèle de transparence? Élément de réponse en première partie d'émission. En deuxième partie d'émission, nous allons nous rendre au Cameroun. Depuis octobre 2016, le pays traverse une crise politique. La minorité anglophone qui se sent marginalisée politiquement et économiquement exprime sa colère sur fond de revendications corporalistes. Et bien que le gouvernement ait consenti à quelques mesures d'apaisement, le mal est toujours profond au Cameroun. Mais quelles sont les origines de cette crise et comment y faire face? On en parle sur le plateau du débrief avec mes invités du jour. Alpha Wali Diallo, spécialiste en relations internationales. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi, Régis. J'en profite pour souhaiter une bonne et heureuse année à l'ensemble de nos auditeurs et puis à mon cher frère Sek, Bonne année également à vous, Monsieur Diallo. Vous l'avez dit en face de vous, Mamadou Sek, expert en géopolitique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Monsieur Régis. Je suis également très enchanté de participer à cette émission. Et je profite également de l'occasion pour abonder dans le même sens que Monsieur Diallo et présenter à tous vos auditeurs mes meilleurs vœux pour cette année qui démarre. Et en parlant de vœux, on va parler du Niger, élection présidentielle qui s'est déroulée le 27 décembre 2020 dans le pays, 2 mandats à la tête du Niger. Quelle analyse faites-vous de la gestion du pays par le président sortant Mahamadou Issoufou? Oui, il a fait ce qu'il a pu. Il a pris le Niger dans des conditions que nous connaissons. Il n'était pas du tout rouge. Et il a tant bien que mal réussi à garder la cohésion nationale face à des attaques d'islamistes venant de tous bords et aussi aux difficultés inhérentes à la position du Niger qui est un pays enclavé, il n'y a pas beaucoup d'eau, donc c'était assez quand même difficile. Mais son satisfecit, c'est d'avoir clarifié le jeu politique. Même s'il y a l'épisode de Hama, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent, mais quand même, la seule tache noire sous son magistère, c'est Hama. Amadou, on ne sait pas pourquoi il est maintenu hors du Niger. Et la question sécuritaire aussi, vous l'avez souligné, parce que... Je disais que la question sécuritaire est venue se greffer sur ça, mais ils ont su gérer la solution avec des partenaires, parce que le Niger est devenu une base arrière de la force Barkhane, avec les drones et tout ça. Donc ils ont su tirer profit de ça, et puis la cohésion politique a fait qu'il y a eu un consensus autour de la chose électorale, ce qui fait que les premiers tours s'est déroulé sans. Oui, ça s'est très bien déroulé. On a vu en tout cas la réaction des organisations internationales qui ont rassuré en tout cas que ça s'est déroulé. Voilà. Mais on peut dire un grand bravo à Issoufou. De par sa clairvoyance, il a très tôt signifié, au moment où certains réfléchissaient, est-ce que je fais un 3e mandat ou quoi, il a dit, moi je ne fais pas de 3e mandat. La Constitution me permet 2 mandats et il l'a fait. Justement, on va revenir sur ce point, mon cher Diallo. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait, justement, comme Diallo l'a souligné, de renoncer à ce 3e mandat, est-ce que quelque part, ce n'est pas une manière pour le président Issoufou de réécrire l'histoire du Niger en cédant le pouvoir, et ce, de manière pacifique? Effectivement, Régis, je considère que si on revisite un peu toute l'histoire du Niger, on se rend compte que ce pays a été quand même marqué par au moins 4 coups d'État. Et ce pays est également considéré par l'ensemble de la communauté internationale comme un pays extrêmement pauvre. 60% des Nigérians sont
pauvres. 40% dépassent complètement le seuil de pauvreté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quelque part, Issoufou a remis le Niger au niveau de la communauté internationale dans une situation où, par exemple, parlant du mandat, hein, il est clair que le contexte international actuellement en Afrique de l'Ouest est à une tentative. On a eu plusieurs tentatives de troisième mandat. Oui, en tout cas, la question a fait écho un peu en Côte d'Ivoire et en Guinée, justement. Et donc, actuellement, le Niger peut être considéré comme un modèle. Maintenant, un modèle dans quelles conditions ou bien dans quelles circonstances, mais en tout cas, le Niger, de toute façon, hein, est considéré comme un modèle, puisque le président Issoufou a refusé le troisième mandat. En tout cas, il n'a pas fait de troisième mandat. Et donc, cela peut être un point positif. Mais justement, par rapport à ce point positif, quel est le message qu'il essaie d'envoyer derrière en renonçant à ce troisième mandat, Diallo? J'avais oublié, parce que n'oubliez pas l'épisode de Tandja Mamadou. Tandja Mamadou avait fait 2 mandats, c'était bien, hein? Il allait partir. Et les laudateurs, certains laudateurs l'ont mis dans sa tête une histoire de troisième mandat. Et il y a eu le coup d'État derrière. Contre la volonté populaire, on a vu ce que... Mais les Issoufou étaient dans le landerneau politique. Ils ont eu à apprendre. Parce qu'en termes d'aura, Tandja avait beaucoup plus d'aura qu'eux. Et oui, il a bien assimilé la leçon. Il s'est dit, mais si je veux garder mon aura, parce que là, quand même, il est jeune, il y a une carrière internationale après d'être président. C'est ce que Tandja devait avoir, il ne l'a pas eu. Il est décédé, ça fait je crois, une année. On a pensé à tout ça. Voilà quelqu'un qui pouvait sortir, comme Ablaye Wade, hein, il pouvait sortir. Certains ont insufflé dans leur tête l'idée de se replacer. Et ça crée toujours des tensions au sein de... Donc vraiment, chapeau à Issoufou, qui a bien tiré la leçon Tandja. Et en parlant de oui, allez-y, Monsieur Seck. Je voulais juste ajouter quelque chose, c'est-à-dire que Issoufou, il a quand même eu beaucoup de points positifs, hein, ça c'est clair. Il a 68 ans, il n'est pas aussi jeune que ça, quelque part. Mais bon, pour une carrière politique, quand même, 68 ans, c'est pas vieux. Mais quand même, il y a quelques points négatifs qu'on peut souligner dans la gestion de Issoufou. C'est par rapport aux droits de l'homme. Certains opposants nigériens, d'ailleurs, le raillent en parlant de démocrature. On a l'épisode Ama. Mais on a également certains éléments, hein, certains défenseurs donc, des droits de l'homme qui ont eu maille à partir avec la justice. Oui, parce que certains observateurs s'accordent à dire, est-ce que peut-on réellement parler de démocratie dans le pays quand on a des opposants qui sont arrêtés et des activistes, toujours en l'occurrence des blogueurs qui sont en prison? Oui, allez-y. Voilà. Donc je voulais insister un peu sur ce point-là. Un point quand même noir dans la gestion de Issoufou, c'est par rapport aux droits de l'homme et par rapport à une certaine instrumentalisation de la justice nigérienne. Et en parlant de Issoufou, alors il a déclaré avant le début de l'élection présidentielle, il a déclaré, je cite, « Quel que soit le vainqueur, la victoire appartient au peuple nigérien ». Vous êtes d'accord avec lui? Ouais, dans un certain sens. Bon, nous connaissons ce que c'est. Ce que les élections signifient à un niveau global. Coluche disait, si les élections réglaient quelque chose, les politiciens l'auraient enlevé depuis. C'est que ça ne règle rien. Oui, ce sont des slogans, mais quand même, quoi qu'on puisse dire, et puis aussi, ça me permet de faire un ricochet, la démocratie à l'africaine n'est pas une démocratie à l'européenne. Non, honnêtement, c'est un leurre qu'on nous truc. Ici, le pouvoir, c'est l'appareil répressif, c'est l'appareil coercitif. Dans le gène de l'Africain, ce sont des rapports de force. Quand on dit le pouvoir, c'est que bon, quand le pouvoir dit il faut faire ceci, il faut faire ceci. Un point, un tiré. Et donc vous pensez qu'on est dans une forme de démocrature, comme l'a souligné mon cher Seck? Démocrature ou pas, mais quand même, ce qu'il faut, c'est à peu près comme ici, hein. On embastit des militants des droits de l'homme, des activistes. Mais nous sommes un modèle de démocratie.
Ah, si. Oui, mais est-ce que quelque part, M. Seck, c'est pas un peu paradoxal ce discours de dire il y a la démocratie et derrière on empêche certaines personnes de s'exprimer? Quand vous avez cette perception occidentale de la démocratie, c'est problématique. Non, honnêtement. C'est-à-dire, c'est ce qui nous retarde. La démocratie, elle n'est pas clean 100%, 100%. C'est-à-dire, ce sont des textes, ce sont des compromis. Maintenant, chacun va voir en fonction de ses réalités. Ici, je disais, le Covid l'a montré. Aujourd'hui, quel est le pays le plus autoritaire au monde? La Chine. Mais ils réussissent. C'est-à-dire, ça parle aussi avec stade de développement. Mais on ne peut pas avoir une démocratie à l'européenne quand on est en train de jeter des bases du développement et de l'émergence. Il faut une dictature éclairée parfois. Oui, allez-y, Seck. Pour revenir un peu sur, disons, la concrétisation, on va dire, comment la démocratie fonctionne en Afrique. Et pour revenir à la question nigériane, je parlais tout à l'heure de points noirs dans la gestion de Issoufou. On peut y ajouter la question du détournement des armes de la part du ministre. En tout cas, c'est présumé, présumé détournement des armes de la part du ministre des Forces armées, Mokhtar. Et dans la campagne électorale, Bassoum a dit clairement qu'il ne protégera personne. Maintenant, est-ce qu'il faut y voir déjà une petite, disons, un petit problème entre les deux? On va voir peut-être après les élections, si Bassoum gagne, comment est-ce qu'il va gérer? Parce que moi, je vois tout de suite avec les challengers. Quand Issoufou a mis en selle Bassoum, moi j'ai pensé tout de suite, j'ai essayé un peu de comparer avec la Mauritanie, ce qui s'est passé avec le général, etc. Et Ghazouani. On sait maintenant comment ça s'est terminé. Donc il faudra quand même faire très très attention par rapport à cela. Mais je crois qu'on va aborder les perspectives après. Et justement, on va revenir sur cette élection présidentielle au Niger, donc je dis, qui s'est tenue le 27 décembre dernier, le second tour, qui va opposer Ahmad Bazoum, dauphin du président sortant Mahamadou Issoufou, et l'opposant Mahaman Ousmane. Ici, c'est prévu en tout cas le second tour le 21 février prochain. On va dire 2 mois. Si on comptabilise aujourd'hui à partir de ce mois de janvier. Comment comprendre aujourd'hui, Diallo, que cette élection présidentielle au Niger qui s'est déroulée dans des bonnes conditions, on a vu en tout cas les organisations internationales qui l'ont souligné, prendre 1 mois pour organiser le second tour, pourquoi? Ah non, mais en fait, c'est que il ne faut pas oublier que le Niger est en période de conflit. C'est pas un pays comme le Sénégal. C'est-à-dire c'est la moitié, la partie nord, elle est sous l'emprise des djihadistes. Et, bon, pour avoir quand même une élection inclusive à 100%, il faut se donner... Ils ont fait le premier tour, ça s'est bien passé, avec des limites qu'ils veulent corriger. Donc le fait que le deuxième tour se passe 2 mois après, c'est un consensus. L'opposition est d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des impératifs de sécurité qu'il faut régler et qui... Mais est-ce que c'est toute l'opposition? Parce qu'il y a quand même un certain nombre de l'opposition qui ont crié, qui parlent, on va dire, au complot, en disant 1 mois, c'est le temps d'installer des petites magouilles. Le principal leader de l'opposition, c'est celui qui va affronter Bassoum, ne l'a pas dit. C'est-à-dire, non, c'est vrai, dans nos pays, il y a toujours des opposants qui ne pardonnent rien au pouvoir central. C'est ce qu'on appelle les gens qui ont 2%, 1%. Mais force est de constater que, effectivement, parce qu'entre le 27 janvier et maintenant, il y a eu une petite recrudescence des attaques. Exactement. Et puis, il faut gérer ça et se donner les moyens d'organiser un deuxième tour qui sera vraiment un deuxième tour apaisé. Et je crois que c'est dans ce cadre qu'il faut comprendre ce délai d'1 mois. Ce n'est pas la même chose comme ce qui s'est passé en Guinée, avec Alpha Condé, où le deuxième tour avait pris à peu près, je ne sais pas, 4 mois ou 4. Oui, et on sait tous,
ce qui s'est passé après. D'où l'inquiétude de certains observateurs nigériens par rapport à ce, on va dire, à ce mois d'organisation. Je crois honnêtement, si on prend les problèmes sécuritaires et la recrudescence du Covid et tout ça, c'est un délai quand même assez raisonnable. Si c'est consensuel, moi c'est le consensus. La chose électorale doit être consensuelle et il me semble qu'entre les principaux protagonistes du second tour, il y a ce gentleman. Alors, M. Seck, on parle d'un premier tour réussi. C'est en tout cas l'avis de tout le monde. Et on a vu évidemment comment ça s'est passé. Il n'y a pas eu de manifestation pour réclamer, en tout cas, on va dire, une forme de victoire volée, en tout cas pour les opposants. Quels ont été, selon vous, on va dire, des points déterminants de cette réussite? C'est d'abord la personnalité de Issoufou, parce que quelque part, oui c'est vrai, il n'a pas participé aux élections, c'est vrai, mais disons que son ombre a plané sur ces élections-là. Et quelque part, il a donné une bonne leçon, on va dire, à toute la classe politique nigériane. Donc, ils ont été obligés à un certain moment de se conformer à ce gentleman agreement-là. Ils ont été obligés, puisque Issoufou a dit « je ne participe pas ». Il y aura quelqu'un d'autre de mon parti, c'est Bazoum, qui sera mon challenger. Et donc, il a mis en place, disons, une certaine atmosphère où les gens étaient obligés de se faire confiance, d'abord. Et ensuite, le peuple nigérien aussi, parce qu'il ne faudrait pas seulement parler de la classe politique et oublier le peuple. Le peuple nigérien a montré une certaine maturité durant ces élections. La communauté internationale a accompagné le Niger, parce que le Niger, c'est un très grand pays. 1 400 000 km². Ils ont d'innombrables problèmes de développement, de manque d'infrastructures, etc. Donc il a fallu que la communauté internationale accompagne le Niger pour que ces élections soient un succès. Et quelles doivent être, ou bien quelles doivent être de manière directe, les priorités du futur gouvernement? Alors c'est vrai, le président n'est pas encore élu, mais quelles seront les priorités de ce futur gouvernement selon vous? Moi je considère que c'est le développement économique. Au-delà de la question sécuritaire? Forcément, la question sécuritaire suppose, elle sous-tend le développement économique, parce que sans sécurité, sans stabilité, il n'y a pas de développement économique. Ça c'est clair. Et donc, c'est la question de la stabilité, c'est la question de la consolidation de la démocratie, qui est également un gage de stabilité nationale. C'est la question de la consolidation de la nation nigériane, globalement, parce qu'on sait ce qui s'est passé avec les Touaregs il y a quelques dizaines d'années. Et c'est également la question du développement économique, d'autant plus que l'autre challenger, c'est Ousmane. Ousmane est un économiste qui a été formé à Londres et à Washington. Et lui, il a insisté durant la campagne sur les questions économiques, essentiellement. Les questions sécuritaires, mais surtout les questions économiques. Donc forcément, quel que soit le vainqueur, parce qu'on ne va pas ici tout de suite faire un pronostic, mais quel que soit le vainqueur, les questions de développement seront importantes. Question de développement, question de l'éducation aussi, en tout cas ça reste des points chauds pour le futur gouvernement. On parle de ce futur gouvernement, on ne peut pas en tout cas dissocier Bazoum, qui est en tout cas le favori pour ce second tour, mais derrière on a l'opposition qui s'organise, parce que la classe politique, en l'occurrence l'opposition, a décidé en tout cas de se rejoindre, et de suivre Ousmane. Donc on a la classe politique qui aujourd'hui est encore, on va dire, une sorte de lien très fort avec Ousmane. Est-ce que c'était prévisible, ce rapprochement entre opposants pour faire face à Bazoum au second tour? Prévisible, oui, parce que en fait, il y a eu ce sont des réminiscences des élections législatives qui sont passées où Amadou l'a fait, il était en prison. C'est-à-dire, il y a, à un moment donné, oui, il y a un peu de rancœur de l'opposition par rapport au pouvoir. Donc, Issoufou a mis de l'eau dans son vin, il a été beaucoup plus consensuel, mais quand même avec une main parfois assez dure vis-à-vis des syndicalistes, de certains activistes, mais quand même il aura réussi à décrisper l'atmosphère politique. Bon.
Ça devait se faire parce que le pays était attaqué de tous bords. Hein, mais comme le dit Seck, je crois que quel que soit le prochain président en Afrique et partout, le problème c'est de relever le défi sécuritaire, d'amorcer le développement et aussi l'inclusion. Parce que tous les problèmes, que ce soit au Burkina, au Mali, au Niger, c'est que les pays sont tellement larges qu'une fraction du territoire est souvent exclue du développement et ça crée un tout petit peu des rancœurs. Donc le premier président devrait, outre la question sécuritaire, le développement, renforcer l'unité nationale. Parce qu'on peut faire un parallélisme entre le Niger et le Mali et le Burkina. C'est-à-dire que ce sont des pays où la nation a été heurtée. Vous avez parlé de problème Touareg. C'est à peu près la même chose avec le Burkina. Donc il faudra réfléchir sur un plan politique à comment réconcilier les Nigérians autour de l'essentiel, tout en sachant que le développement rime avec en parlant, je viens à vous, mon cher Seck, en parlant justement de plan, on va dire de stratégie pour la réunification du peuple nigérien, Mahamadou Issoufou, en tout cas, il a mis, on va dire, son représentant Bazoum qui est l'un des favoris, en tout cas considéré comme le favori de cette élection présidentielle. Si jamais il est élu, Bazoum, on va rester en tout cas dans cette possibilité-là, si jamais il est élu, est-ce que ce n'est pas quelque part faire du changement mais dans la continuité? C'est clair que Bazoum est un poulain, hein, je vais mettre ça entre guillemets, de Issoufou, ça c'est sûr. Mais au-delà du fait que Bazoum va continuer la politique de Issoufou, il faut également penser peut-être que de toute façon, Bazoum viendra avec sa personnalité, parce que ce ne sont pas... Vous pensez qu'il va se dissocier complètement de la politique de gestion de l'Issoufou? Ça ne se voit pas actuellement, parce qu'il n'est pas encore au pouvoir. Mais si on fait une lecture claire de l'ensemble de ces challengers-là, qui ont pris le pouvoir derrière un parrain en quelque sorte, il y a eu forcément une politique de... Au Sénégal, on a eu la désengorisation quand Diouf est venu. Vous voyez bien, c'est tout à fait normal que si Bazoum arrive au pouvoir, qu'il essaie de s'imposer, en mettant en avant sa vision à lui, et pas la vision de Issoufou. Et puisque vous me parlez de perspective, c'est également sûr que les relations privilégiées entre la France et le Niger vont continuer avec Bazoum. Ce sera une continuité. Mais de toute façon, Bazoum va forcément imprimer le pouvoir de sa propre personnalité. Et parce que n'oublions pas que l'élection présidentielle était couplée aux législatives aussi et que, évidemment, le parti au pouvoir est assez majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Quelle lecture faites-vous aussi justement de cette gestion du futur président du Niger, au cas où, évidemment, on reste dans cette possibilité-là, que ce soit Issoufou, président du Niger? Oui, mais non, mais de toutes les façons, comme l'a dit Bazoum, de toutes les façons, on va... Issoufou, c'est de l'histoire maintenant. On va nommer Bazoum, intitulé personnel. C'est lui qui va donner sa marque, son emprise à son... Et comme ce qui s'est passé en Mauritanie, en Angola, mais c'est pas parce que c'est mon dauphin qui va faire la même chose que moi. À quoi bon changer? C'est-à-dire, il va venir avec sa personnalité, sa vision, ses hommes. Voilà. Et peut-être au nom de la continuité de l'État, ça devrait aller dans le même sens. Mais est-ce que ce n'est pas handicapant, quelque part, pour Bazoum d'hériter, évidemment, de ce bilan, en adressant un bilan assez positif du président sortant Issoufou, mais quelque part, vous l'avez souligné, mais il est comptable du bilan. Oui, il est comptable du bilan. C'est pas handicapant pour lui d'hériter de ce bilan-là? Non, nous sommes des observateurs. On ne peut pas dire que c'est handicapant. Qu'est-ce que les Nigérians pensent de ça? Parce que quand même, il est comptable aussi des choses positives.
Il y a eu, oui, il est comptable peut-être de la répression vis-à-vis voilà, et oui, mais c'est un pays qui n'est pas dans des conditions normales de température. En quelques mots, M. Seck, avant de clore cette première partie, oui, allez-y. Je disais que moi, je serais un peu provocateur. Moi, je suis un peu pessimiste si Bazoum prend le pouvoir. Pas par rapport à ses relations avec les autres membres de la classe politique qui sont dans l'opposition. Mais je pense au syndrome mauritanien. Moi, je crois qu'il aura peut-être des problèmes avec Issoufou lui-même par rapport à cette, disons, à la bonne marche du Niger. Moi, je crois qu'il aura plutôt des problèmes avec Issoufou, dans cette continuité-là de la politique de Issoufou. En tout cas, on espère ne pas avoir le même scénario. Et c'est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième partie. À tout de suite sur Média TV Africa. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième partie d'émission. Nous allons tout de suite nous intéresser à cette crise anglophone au Cameroun. Alors, environ 20% de la population camerounaise est anglophone. On parle de 3000 personnes et près de 600 000 déplacés. Comment cette crise a-t-elle commencé, M. Seck? Là, il faudra faire un rapide survol un peu de l'histoire du Cameroun. Parce que le Cameroun a une histoire assez particulière. Le Cameroun a été une colonie allemande pendant tout le 19e siècle pratiquement et au début du 20e siècle. Et juste après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne, qui a été vaincue, a perdu toutes ses colonies africaines. Le Cameroun a été divisé entre la France et le Royaume-Uni. Pour continuer un peu, donc, le sud-est africain, la Namibie a été donnée à l'Afrique du Sud. Oui, la division, c'est en 1918. 1918, la division des deux Cameroun, voilà. Nord-Sud. En 1918. Alors, en 1960, le Cameroun français a pris son indépendance. Et le 1er octobre 1961, le Cameroun anglophone a pris son indépendance et a été intégré aussitôt. Donc, date aussi de la première réforme dans le pays. Et donc, en ce moment-là, on avait une république fédérale, une république unie du Cameroun, avec des anglophones et des francophones. D'accord? Mais maintenant, cette cohabitation, au sein de avec la Constitution, donc la Constitution de 1961, a été complètement brisée en 1972. Deuxième réforme dans le pays. Deuxième réforme 1972. Le Cameroun est devenu un État centralisé. Complètement centralisé. Et les anglophones ont commencé à sentir une certaine discrimination à leur endroit. Et donc, cette discrimination va continuer. Et en 2016, la crise éclate. Mais il faut peut-être dire que, même avant 2016, John Frundi, par exemple, a été un anglophone qui s'est toujours opposé au pouvoir central. Donc en 2016, la crise éclate et le 1er octobre 2017, il faut faire le parallélisme entre le 1er octobre 2017 et le 1er octobre 61, donc c'est une date fétiche pour les anglophones. Le 1er octobre 2017, donc, les anglophones décident de prendre leur indépendance. En tout cas, ils proclament leur indépendance au sein d'une nouvelle entité qui devrait s'appeler l'Ambazonie. Donc c'est un peu rapidement. Oui, et donc concrètement, est-ce que ça c'est l'histoire effectivement qui a été très bien dressée par notre ami Seck, mais Diallo, concrètement, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que cette crise anglophone, en tout cas on pensait qu'elle était un petit peu terminée, et là on a des morts, on a des manifestations. Comment expliquer ça? Qu'est-ce qui justifie concrètement aujourd'hui que ces deux parties du Cameroun ne s'entendent pas? Est-ce que c'est sur le plan des richesses? Qu'est-ce qui explique cela? Non, il y a sur le plan des richesses et aussi il y a sur le plan un tout petit peu tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Il y a aussi les enjeux du Cameroun. Biya, à un moment donné, était beaucoup plus pro-chinois. Et si on voit les revendications des anglophones, ils ont bénéficié du soutien des États-Unis sous Trump. Et voilà, il y a ce fait qui a donné un tout petit peu peut-être de force aux sécessionnistes.
Et aussi, par la même occasion, les Occidentaux voulaient un tout petit peu sanctionner Biya. On a commencé à entendre qu'il a fait 35 ans au pouvoir. Bon. Mais la chose qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un ressentiment chez les anglophones et c'est justifié. Depuis cette fameuse loi, ils sont écartés du pouvoir. Le plus influent, il l'a nommé John Frundi au sommet de son pouvoir. C'était l'alter ego de tous les chefs d'État. Et il avait un fort pourcentage. Mais par des jeux institutionnels, il était toujours écarté. Et il a toujours mis en garde le gouvernement central en disant faites attention parce qu'arrivera un moment donné où ça partira dans tous les sens. C'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire, les anglophones, il manque un leader emblématique, la carrière de John Frundi, qui pouvait peut-être atténuer certaines rancœurs. Donc si je vous suis, mon ami Diallo, vous pensez que cette crise anglophone manque de leadership? Non, je dis de la dimension de John Frundi. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui est en mesure aussi de faire entendre la raison à ses tours. Aujourd'hui, le divorce est quasi parfait entre les anglophones et les francophones. Et on en parlera dans les perspectives. Certains disent qu'il appartient au pouvoir central de débloquer la situation. Le comment, on le verra, mais ce qui s'y passe, il y a une conjonction de ressentiment à un niveau national et maintenant des enjeux géostratégiques au sommet où certains gagneraient à ce que Biya parte. Et en parlant du président Paul Biya, il a organisé, en tout cas il a émis le soin, le vœu d'organiser un dialogue national en 2019. Ce dialogue en tout cas n'a pas eu lieu. Pourquoi selon vous? Pourquoi il y a eu cet échec? Il y a eu un échec parce que il faut comprendre la situation du Cameroun anglophone. Tout de suite, M. Diallo parlait d'un manque de leadership. Mais c'est encore un peu plus compliqué parce qu'actuellement, on a une vingtaine de mouvements sécessionnistes, une vingtaine à peu près. Donc il faudra d'abord faire une certaine unité, une certaine union de ces mouvements sécessionnistes-là pour pouvoir peut-être après négocier avec eux. Ça a été une grande difficulté pour le pouvoir central de Yaoundé. Mais il y a également l'intervention de l'Église, notamment l'archevêque de Bamenda, qui joue un rôle extrêmement important donc, dans ces négociations. Ce que je peux dire de toute façon, c'est que maintenant, l'État central de Yaoundé, donc le Cameroun, l'État central, le pouvoir de Paul Biya, est prêt à aller même vers une deuxième réforme, ou une troisième réforme, pour intégrer un peu un certain fédéralisme, donner aux anglophones des plages de pouvoir. Mais cela n'est pas aussi facile que ça, parce que de l'autre côté, on a une telle, disons, désunion. La situation, elle est tellement délétère qu'il est extrêmement difficile même d'engager des négociations actuellement. Mais quelque part aussi, ça vient annihiler un peu tout le processus de paix et de réconciliation qui ont été quelque part entamés depuis 1960. Aujourd'hui, mon cher Seck, c'est très compliqué de pouvoir aujourd'hui aller dans ce dialogue-là. Vous pensez que réellement la partie anglophone refuse de dialoguer? Je n'ai pas dit qu'elle refuse de dialoguer, j'ai dit qu'elle n'est pas dans les dispositions pour dialoguer parce qu'elle est extrêmement désunie. On a à peu près une vingtaine de mouvements sécessionnistes. Donc il faudrait avoir une forme d'unification au sein de la partie anglophone pour aller de manière, on va dire, rassemblée, non dispersée. Oui, s'entendre sur les termes de référence de la négociation. Si, pour le pouvoir central, il est inacceptable de parler de partition, oui, les gens sont en train de... Bon, parce qu'il y a des gens qui parlent, il faut quand même... retourner à ce fédéralisme-là. Parce que ça... C'est la solution aujourd'hui, mon cher Diallo? Parce que n'oublions pas, beaucoup de Camerounais demandent justement ce retour au fédéralisme. Oui, non, parce que ça peut... C'était le point de départ. Les gens ont voulu changer, en fait les francophones, ce sont les francophones qui ont voulu cette centralisation. Les anglophones ne l'ont jamais... Voilà. Et
actuellement, comme c'est arrivé à un stade où vraiment on frôle des violations graves des droits de l'homme. Parce que oui, de part et d'autre, hein, oui, il faudra quand même s'asseoir et de façon objective, retourner à la case de départ et travailler dans la consolidation, parce que en fait, ce sera à peu près comme le Nigeria, hein, c'est une république fédérale avec chaque État ayant les moyens, la plénitude de gérer les affaires du terroir. Alors l'ONU dit en tout cas que la crise anglophone, c'est l'une des crises les plus négligées au monde. Est-ce le cas, M. Seck? C'est une crise négligée. C'est vrai, c'est une crise complètement négligée. Et d'ailleurs, en termes communicationnels, hein, on voit bien que quelquefois l'État camerounais fait un déni de la réalité. Parce que dans leur communication, ils nous disent qu'il n'y a absolument rien, tout va très bien dans le Sud, etc. Alors qu'on sait que, de toute façon, je parlais tout de suite d'une vingtaine de mouvements sécessionnistes, on voit de plus en plus certains s'installer dans l'économie de guerre. Et c'est ce qui s'installe dans l'économie de guerre. Ne sont pas partisans d'une paix. Ils veulent que ça continue. Et c'est là tout le problème. Maintenant, face à la communauté internationale, ils font un déni. Et ils font une campagne de communication extraordinaire pour montrer que tout va bien au Cameroun, dans le Sud, il n'y a pratiquement pas de problème. Hein? Et maintenant, par rapport également à leur appareil répressif. D'ailleurs, la condamnation de Tabé, qui était le leader essentiel du mouvement au Sud Cameroun, sa condamnation a été bien renouvelée. Hein? Avec... disons-nous bien, 250 milliards on lui a demandé 250 milliards. Donc, c'est une condamnation à vie, plus 250 milliards de dommages et intérêts. Vous vous rendez compte, 250 milliards de francs CFA? Non, évidemment, c'est énorme, la somme. Diallo, si on va dans l'analyse de notre ami Seck, est-ce que le pouvoir de Yaoundé n'est pas un petit peu submergé, dépourvu de stratégie face à une insurrection radicalisée et une opinion anglophone divisée entre sécessionnistes et radicalistes? Non, en fait, le pouvoir a un problème, parce que la façon dont Biya a articuler son pouvoir fait qu'aujourd'hui, ce pouvoir ne peut pas répondre à ce problème-là. Seul le président peut prendre la décision. Et c'est dans ce sens que moi, j'ai suivi un débat, je suis beaucoup les chaînes africaines au Cameroun, où certains acteurs, notamment le chef des renseignements, se posaient la question comment est-ce que il devait faire pour résoudre ce problème. Et j'ai été agréablement surpris d'entendre un haut gradé leur dire mais la solution se trouve au Sénégal. Comment les Sénégalais ont su gérer le problème casamançais et en donnant un satisfecit qui est vrai à Wade, qui a su à un moment donné débloquer la situation en acceptant le débat face à face avec Abba Djamel Kounsengo. C'est dans cette perspective que Biya doit s'inscrire. À un moment donné, il faudra qu'il parle avec son challenger, qui représente aujourd'hui, qui cristallise l'opposition autour de sa personne, tout en sachant que lui aussi, il faudra à un moment donné qu'il se positionne par rapport à ce problème de sécession. Mais pour résoudre ce problème, à un moment donné, le président Biya devrait mettre de l'eau dans son vin et convoquer les principaux leaders du mouvement sécessionniste. Ça passe par une armistice, parce qu'ils sont sous le coup de... Voilà, et s'asseoir à table. Ça se fera pas au Cameroun, parce que les choses... Il y a eu
énormément de rancœur, mais d'autres pays, par exemple le Nigeria, le Sénégal même. Hein. Mais justement, moi je reviens sur le Sénégal, mon cher Diallo. Vous avez évidemment fait un petit, on va dire, corollaire hein, entre la Casamance, le Sénégal et évidemment le Cameroun. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, cette jurisprudence-là peut s'appliquer au Cameroun quand on sait que le Cameroun a plusieurs leaders, en tout cas le camp des anglophones, alors que le Sénégal, il n'y avait qu'un seul leader, c'était Wade, le président Wade. Non, en fait, il n'y a qu'un seul leader au Cameroun, Biya. Nous, on n'avait qu'un seul leader, mais du côté... anglophone, en tout cas, des leaders, il y en a tellement. Du côté des so-called rebelles, sécessionnistes, effectivement, il y a beaucoup... Mais nous, on avait le commandement nord, le commandement sud, mais qui reconnaissait Abidjan-Mankoun, mais stratégie militaire, chacun y allait. Hein. Et même, ils se battaient entre eux parfois. Kamougué Diatta, Salif Sadio et tout ça. C'est le même scénario. Et ces histoires de rébellion, de sécession, ça ne se règle pas en un an. En parlant ça de va régler... 30 ans, 35 ans, c'est dans le temps parce qu'il y a énormément de rancœur. Dernièrement, on a ce qui a ému. On entre dans une école, on trouve... Oui, on a vu deux professeurs, évidemment, un qui donnait des cours en français et l'autre en anglais. En parlant de ça, justement, et c'est d'ailleurs hein, cette vidéo qui a fait réagir hein, beaucoup sur la toile. Alors, le Sénat des États-Unis a adopté une résolution concernant, en tout cas, de manière unanime, un signal fort envoyé aussi au gouvernement de Paul Biya, aux groupes armés, pour qu'ils mettent fin aux violences. Quelle appréciation faites-vous de l'aide des États-Unis pour résoudre évidemment cette crise anglophone au Cameroun? À mon avis, les États-Unis ne sont pas, disons, c'est un pays qui, en Afrique, ne serait pas capable de régler certaines questions. Pourquoi se levons? Parce que moi, j'ai l'impression, depuis 1995 et la crise somalienne, parce que c'est ça qu'on voit, que les États-Unis se sont un peu désintéressés de l'Afrique. Maintenant, ils reviennent. Ils reviennent pour trouver des marchés, pour chercher des matières premières. Mais maintenant, aller jusqu'à s'engager dans une crise militaire, je ne crois pas. Moi, à une intervention américaine. Maintenant, ils peuvent jouer les bons offices. Ils peuvent, parce que quand même, il faut tenir compte du fait que les autres, c'est des anglophones. Hein? C'est assez important. Donc, ils peuvent jouer les bons offices. Ils peuvent mettre la pression sur le pouvoir central du Cameroun. Mais je ne crois pas à une intervention militaire américaine. On va revenir sur cette vidéo-là qui a fait le tour hein, sur les réseaux sociaux. Vous l'avez souligné, mon cher Diallo. Cette vidéo, évidemment, où on va dans une salle de classe, un professeur qui donne un cours en français et l'autre qui donne un cours en anglais en même temps, hein, dans la même salle. Et évidemment, c'est très compliqué pour les élèves qui ne savent plus quel professeur suivre, soit l'anglais, soit évidemment le français. Mais n'y a-t-il pas derrière cette vidéo une forme de sous-estime, hein, même de l'avantage qu'a aujourd'hui le Cameroun d'être bilingue? Est-ce que quelque part, c'est pas aussi un échec du Cameroun d'avoir non seulement négligé ce point qui est très important, et puis il n'y a pas eu de politique en ce qui concerne aujourd'hui le bilinguisme au Cameroun? Ah mais non, mais c'est-à-dire ça a été comment dirais-je, bon, le Cameroun à un moment donné est devenu beaucoup plus francophone qu'anglophone. Et il y a toujours eu cette bataille des langues. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est une richesse. Le Gabon, quand Ali Bongo a décidé d'élever l'anglais au même titre que le français en 2009. C'est la France qui va crier les médias français. Mais c'est la réalité. Même au Sénégal ici, hein, c'est l'avenir, hein, le bilinguisme. Quand même, on ne va pas se... Oui, parce que les langues vernaculaires ont leur dose de subjectivité aussi. Tu vas s'identifier à la langue dont tu parles. Aujourd'hui, l'économie, tout est anglophone. Et chez les francophones, on a ce problème. Et même, vous voyez, si en termes de développement, en termes de trajectoire, quand même, les gens ont commencé à dire, allons voir du côté anglophone, parce qu'on s'est rendu compte que les pays anglophones sont les plus stables en Afrique que les francophones. Je ne sais pas, c'est dû au mode d'administration, direct, indirect, effectivement, parce que
peut-être chez les Anglais, ils laissaient aux populations locales le fait de s'affirmer, d'affirmer leur particularité et tout ça. Et la puissance tutélaire garantissait tout ce qui était infrastructure, tout ce qui était en fait ponction économique. Oui, et aujourd'hui, le Cameroun constate l'échec de cette centralisation. Et pour retrouver le chemin de la paix, il faut aller vers le renforcement de ce bilinguisme et en faire une force. Est-ce qu'aujourd'hui le vivre ensemble s'éloigne un petit peu au Cameroun, mon cher Seck? C'est ce qu'on a constaté. Parce que quand une partie de la population prend les armes contre une autre partie de la population ou bien contre la nation, il est clair que là, il faut tirer la sonnette d'alarme. Mais de toute façon, moi je voulais rebondir sur ce que Diallo a dit tout à l'heure. Allez-y. Moi, en tant que panafricaniste, je considère désolant qu'une partie du Cameroun se batte contre une autre partie du Cameroun par rapport à une identité linguistique étrangère. Je trouve ça assez désolant, à mon avis. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que le fond du problème n'est même pas un problème de langue, francophone contre anglophone. C'est un problème de lutte pour le contrôle des ressources. Oui, parce que n'oublions pas que... Bah oui, évidemment, parce que non seulement au-delà des revendications, c'est beaucoup des revendications qui tournent sur le plan social. C'est des meilleures conditions de vie, en tout cas en ce qui concerne la partie anglophone. Partie très riche aussi, hein, n'oublions pas. Oui, allez-y, mon cher Seck. Donc ces identités-là, anglophones, francophones, cachent quelque chose d'autre. C'est une lutte pour le contrôle des ressources. D'ailleurs, si on remonte à la source du problème camerounais, ce sont deux corporations qui se sont battues. Avant de parler de sécession, ce sont les enseignants et les avocats qui ont commencé un peu en 2016 ce combat-là contre l'État central. Les avocats demandant qu'on traduise les règles de l'OHADA en anglais, les enseignants anglophones demandant qu'on n'affecte plus d'enseignants francophones dans le sud, donc dans ces deux régions-là du Cameroun, le sud-ouest et le nord-ouest, qui sont les deux régions qui sont autour de Babenda et de Buea, qui sont les deux régions qui sont actuellement en crise contre le pouvoir central. Donc, je reste, moi, persuadé que fondamentalement, c'est une lutte pour le contrôle des ressources, pour une meilleure distribution des ressources nationales, pour une meilleure prise en compte de l'ensemble des populations. Moi, je crois que c'est plutôt vers ça qu'il faut s'orienter. Oui, mon cher Diallo, je vous ai senti un petit peu partagé, ou bien vous allez dans le même sens que... Je vais dans le même sens, hein, c'est-à-dire, oui, c'est désolant que ça puisse prendre cette tournure linguistique, hein, parce que quand même, ce sont des langues héritées. Mais quand même, la situation est telle que, oui, ce sont des problèmes d'accaparement des richesses et de répartition. S'il y a un ressentiment dans les zones anglophones, c'est que force est de constater quand même, depuis cette réforme de 1900, ils ont vu année par année, même le pouvoir politique diminuer. Hein. Et ça, les populations ne peuvent pas l'accepter, d'autant plus qu'ils ont l'impression d'être une vache laitière. On se sert des ressources de la partie nord anglophone. Oui, parce qu'ils disent être... Et en termes de redistribution, bon, c'est... Oui, parce qu'ils disent qu'il y a une forme de stigmatisation sur le plan économique. Hein. Ils l'ont dit, ils sont marginalisés sur ce plan. C'était un pays qui avait atteint un taux élevé d'indice de corruption. Hein. C'est un pays qui revient de loin et qui peut se sortir de ça pourvu que le pouvoir... Est-ce qu'il est revenu de loin? Ah oui, et en parlant de points de corruption, je vais en tout cas aller dans le même sens que notre ami Diallo. Alors, on l'a souligné tout à l'heure, dans la partie anglophone, il y a évidemment des dysfonctionnements, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que cette partie, en tout cas en ce qui concerne le dialogue, on l'a dit ici, la communication, ça a toujours été, en tout cas, comme on dit, la palabre hein, sur le continent, la solution pour résoudre des problèmes. Mais quand on se rend compte qu'évidemment, dans cette partie anglophone où il y a plus d'une vingtaine de leaders, il y a beaucoup qui sont corrompus. Est-ce que quelque part, ça ne freine pas un petit peu cet élan de communication tant voulu par les Camerounais, mon cher Seck?
En fait, le problème principal, c'est que l'État camerounais est en déliquescence. Ça, c'est pas seulement dans ces zones-là, du sud-ouest et du nord-ouest, mais c'est l'État camerounais globalement qui est en déliquescence. Et la corruption a atteint des niveaux qui sont énormes au Cameroun. Ça, on le sait bien. Hein? Et donc, je pense que tant que, je serai peut-être très prémonitoire, mais tant que Paul Biya n'aura pas quitté le pouvoir, ce sera difficile pour qu'on règle cette question-là au Cameroun. Ça, c'est mon avis. Parce que de toute façon, il a vampirisé l'État camerounais de telle manière que il faudra un changement profond pour qu'on puisse régler cette question-là. Parce que cette question... Ça passe nécessairement par ce changement-là, M. Seck, c'est-à-dire un changement, la paix aujourd'hui au Cameroun, ça passe par là, par le départ du président Paul Biya? C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Moi, je considère qu'il faut qu'il parte. Pour qu'on puisse peut-être redistribuer les cartes. Voilà. Hein? Et qu'on puisse avoir une autre classe politique, beaucoup plus responsable. Et qu'on puisse maintenant combattre certains tares, comme la corruption, parce que le Cameroun, je suis désolé de le dire, mais c'est assez grave. Oui, évidemment, quand on voit le scénario, ce qui se passe au Cameroun... La manière de gestion qu'a instauré Paul Biya depuis qu'il est au pouvoir, c'est comme le Cameroun est un grand village et il a des relais. C'est un chef de village. Voilà. C'est-à-dire, c'est comme un roi. On ne le conteste pas. Toute la contestation, c'est en bas et il redistribue. Voilà. Non, mais je pense que vous l'avez dit, il faudra qu'il mette un peu d'eau dans son vin pour essayer beaucoup d'eau même. Voilà, pour essayer de retrouver en tout cas cette béatitude au Cameroun. Nous sommes malheureusement, messieurs, arrivés au terme de cette émission. Merci à Alpha Wali Diallo, spécialiste en relations internationales, d'avoir participé à cette émission du débrief. Le plaisir est pour nous. En face de vous, Mamadou Seck, expert en géopolitique. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur le plateau du débrief. Merci Régis, c'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités liées au continent. D'ici là, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.